Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro Regard croisé Succès Marketing IT, capsule proposée par l'agence de marketing Areci avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Le thème du jour, l'affichage dynamique, un marché à deux facettes avec d'un côté les solutions pour le retail et de l'autre les solutions corporate et collaboratives. Qui sont les grands acteurs et les nouveaux challenges du marché? Quelles sont les tendances et les attentes des clients? Quelle organisation de la distribution entre constructeurs, intégrateurs et éditeurs? Voilà les questions auxquelles on va répondre ensemble aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi, et merci d'être avec nous aujourd'hui, Yvan Nicard, dirigeant de AVI, David Kéribin, président du Club Digital Média et de Scénario. Bonjour, vous voyez tout le monde à l'écran. Benjamin Gauthier, CEO de Dynamite Screen, et sur le plateau, ici avec moi, Vincent Vérac, vous êtes le rédacteur en chef du magazine EDI. Bonjour. Et d'ailleurs, on va tout de suite regarder la couverture du magazine EDI qui sort et qui est consacrée à ce thème, l'affichage dynamique. Donc d'ailleurs, c'est un thème que vous réalisez tous les ans, je crois. Oui, quasiment tous les ans en tout cas. C'est un thème assez fort évidemment dans l'IT, donc on se doit d'en parler régulièrement. Alors on va commencer pour cette première partie par faire un point effectivement sur le marché. Donc en 12 mois, qu'est-ce que vous constatez versus votre numéro de l'année dernière? Bon, alors c'est évidemment 12 mois un petit peu particuliers, hein, notamment quand on parle du retail, puisqu'évidemment avec la pandémie, beaucoup d'endroits du retail, on va dire, sont en pause ou en tout cas enfermés, mais quand même, ce qu'on voit, c'est l'omniprésence des écrans se renforce, notamment dans les entreprises, au niveau du corporate, grâce à des solutions aujourd'hui de visioconférence ou de collaborative qui sont extrêmement présentes et qui s'inscrivent de plus en plus dans les salles de réunion notamment. Et est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de ce marché et des différentes solutions proposées par les constructeurs? Ça devient une commodité, comme on dit, c'est-à-dire chaque entreprise aujourd'hui doit disposer de telles solutions. De là à dire qu'il y a une banalisation, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, il y a quand même des aspects techniques qui sont importants, et surtout l'aspect logiciel, avec aujourd'hui la conception non plus de produits seuls, mais de conception de solutions complètes, intégrant donc le produit, le logiciel applicatif, souvent avec des verticales assez fortes aussi. Donc c'est la prise de pouvoir du software ou c'est encore un juste équilibre? Non, il y a quand même un équilibre. De toute façon, le software ne peut pas non plus marcher sans hardware, donc il faut les deux de toute façon. Mais il faut aussi des revendeurs qui sont très actifs sur ce marché et qui connaissent bien les produits et les logiciels. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur le marché, des évolutions? Est-ce que quand les chiffres, je les attends justement, je suis dans... Mais quand vous discutez avec les revendeurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment le poumon du marché, comment vous sentez la dynamique? La dynamique, en tout cas, si je peux commencer par un chiffre un peu négatif, c'est les vidéoprojecteurs qui souffrent énormément aujourd'hui sur ces marchés-là. Ça devient un produit qui, lui, au contraire, se verticalise sur des endroits où on ne peut pas vraiment mettre des écrans ou alors ça coûte vraiment trop cher. Donc on a l'explosion du collaboratif. Je n'ai pas de chiffre exact, j'attends justement du cabinet Contexte qui va m'en fournir prochainement pour ce dossier. À lire dans le magazine. Évidemment, ce sera à lire dans le magazine. Mais de toute façon, il y a une forte croissance sur le collaboratif, c'est indéniable. Et sur l'affichage dynamique, on attend justement un petit peu les conséquences, on va dire, de la pandémie sur le retail. Qu'est-ce que ça a donné? Sachant que certains magasins ont certes baissé leur activité, mais ont aussi profité parfois pour investir dans le renouvellement d'infrastructures. Donc ça peut être aussi très positif. Alors, ça peut-être que Yvan Nicard d'AVI pourra nous en dire plus sur ce sujet-là, justement. Exactement, on va lui poser la question. Mais avant, je voudrais qu'on interroge David Kéribin, qui a lui aussi une forme d'œil averti du marché, qui va pouvoir nous en dire plus, parce que vous êtes le président du Club Digital Média. Donc c'est un réseau créé en 2005 qui réunit aujourd'hui tous les professionnels de l'affichage dynamique et du TOOH, donc qui veut dire Digital Out of Home pour être précis. Est-ce que vous pouvez nous présenter en un mot le club et peut-être répondre à Vincent, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Est-ce que la pandémie a eu des impacts négatifs et a été pour le retail et compensé par d'autres marchés? Dites-nous en plus. Oui, alors très bien, bonjour. Effectivement, donc, le Club du Digital Média, c'est un club qui a maintenant 16 ans. On est une cinquantaine d'adhérents dans ce club, tous professionnels de la communication digitale de manière générale. Donc, tout à l'heure, Vincent a raison, je pense que c'est un métier technique, mais c'est avant tout un métier de communication, de communicant. Et donc, ce métier, ça intègre aussi bien les éditeurs de logiciels que les intégrateurs, que évidemment tous les communicants. Et le métier du club, c'est quoi? C'est mise en relation des acteurs de la communication, réponse aux problématiques communes. Et dedans, notamment, on le voit en ce moment, il y a un vrai sujet autour de la RSE, de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et la pandémie a appuyé, je pense, ce phénomène. Et ensuite, on a une action d'animation et de communication. Donc, on publie des livres blancs et notamment quelques données sur
chiffrés sur l'impact de la communication en ce moment. Et donc, pour répondre maintenant directement à la question, oui, effectivement, il y a des changements profonds dans les usages. On parle de visio dans les entreprises, mais pas que. Effectivement, la pandémie a changé des usages. Donc, les écrans dans les magasins se sont retrouvés moins utiles un instant. Puis, d'un seul coup, au moment du retour dans les magasins, plus utiles, puisqu'ils permettent d'informer sur les mesures sanitaires, les mesures de sécurité. Donc, on voit en fait des usages qui évoluent dans la communication, mais toujours un très fort attrait autour des écrans, puisque ça amène plein de choses. Hein. C'est un peu le moyen de réconcilier le virtuel et le monde physique. Donc à partir du moment où il y aura de la vie dans le monde physique, on aura des écrans. Juste un mot donc, sur deux challenges que vous venez d'évoquer. Le premier, donc la RSE, effectivement, parce qu'on entend parler de la limitation des écrans dans le retail. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Premier challenge. C'est effectivement quelque chose de très important en ce moment. On voit avec la Convention citoyenne qui amène des sujets sur le tapis et qui souvent sont des sujets sur lesquels on a tendance à attaquer le monde du digital ou en tout cas le monde du digital le plus proche de nous. Et le monde du digital le plus proche de nous, malheureusement, c'est l'interface, c'est l'écran. Comment on se positionne? Ça fait déjà plus d'un an que dans le club, on a monté une commission spéciale autour des enjeux de RSE, sur lequel on travaille sur les bilans carbone des entreprises, comment diminuer l'impact des éléments qui sont déployés. Je pense qu'il y a une grande responsabilisation des acteurs du marché et le club est une des parties prenantes de cette responsabilisation. Pareil, j'imagine, sur les sujets data, RGPD, dès qu'on parle un peu de l'hyper-personnalisation. Oui, tout à fait. Alors souvent, quand on parle de RGPD, on pense publicité, en fait, on pense côté intrusif de la publicité et notamment du DOO, du Digital Out of Home. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le média digital, le média de l'écran, c'est un média qui n'est pas un média one-to-one, comme peut l'être le téléphone. Et donc, le concept, on va dire, de communication ultra ciblée, où on connaît la personne en face, et pas le phénomène le principal repris, en fait, et sur lequel on essaye de travailler. On est sur un média qui s'adresse à un plus grand nombre, sur du one-to-many. Donc, on a beaucoup de personnes qui peuvent être devant l'écran. Et donc, on va être sur augmenter plutôt la contextualisation du message plutôt que la personnalisation. Je pense que de manière générale, ce qu'on a pu voir dans Minority Report, c'est plutôt de l'ordre du fantasme que de l'ordre de la réalité, mais ça fait beaucoup de mal à ce secteur sur lequel en fait on parle de reconnaissance faciale, là où en réalité tous les acteurs aujourd'hui travaillent sur la détection faciale pour plutôt personnaliser, contextualiser le contenu et pas reconnaître la personne et lui dire bonjour Patrick quand il rentre dans le magasin. C'est pour ça que ça s'appelle Scénario, votre société également, et l'idée un peu de créer des scénarios, j'imagine, selon au bon moment, à la bonne personne, avec le bon message, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, j'ai une double casquette. Je suis président du club Digital Media, mais aussi président d'une société qui s'appelle Scénario, qui a maintenant 8 ans. Et effectivement, si vous voulez, notre mission chez nous, c'est une mission autour de la communication et c'est de rendre possible une communication que les gens aiment. Et ça passe par les communicants. Donc, on est une solution pour des professionnels et elle est intuitive, ergonomique. Mais ça passe aussi et surtout par l'impact du message, l'émotion qui est générée par le message. On sait qu'il y a un plus fort taux de mémorisation sur les messages qui sont en contexte. Et donc, tout notre enjeu est d'améliorer la contextualisation du contenu de façon à permettre que le bon message passe au bon moment, de façon à intéresser, générer, on va dire, de l'intérêt au bon moment. De l'impact. Merci David Kéribin. Je rappelle, vous êtes le président du club Digital Média et également donc de Scénario. On a entendu. Merci. On passe maintenant à notre partie dédiée un peu au retail. On en a déjà un petit peu parlé, mais revenons un peu sur ce sujet. Effectivement, c'est un marché néanmoins qui reste majeur avec des gros acteurs comme Samsung, LG, NEC qui sont vraiment positionnés et très volontaires sur ce marché. Néanmoins, on redit un mot par rapport à la crise, parce qu'effectivement, le marché du retail, c'est un peu sauf qui peut avant de faire de l'investissement, j'imagine. Notamment, surtout dans certains domaines, évidemment, on va penser à tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restauration, où il y a de plus en plus d'écrans. Alors en ce moment, j'imagine qu'ils sont tous éteints, de toute façon, sinon ce ne serait pas très logique, quoi qu'encore avec les commandes à emporter, on peut encore afficher à l'extérieur des choses. Mais effectivement, c'est un marché qui est un peu polarisé. On va dire qu'il y a quand même une grande marque dominante qui est Samsung. Et puis quelques gros challengers, LG, NEC que vous avez cités, et puis aussi parfois des marques un peu plus ciblées, un peu plus verticales. On peut penser, je sais pas, assez Subtil par exemple, ou Infiled, qui sont vraiment sur pas des marchés de niche non plus, mais qui ciblent un peu plus justement un marché plus vertical grâce à des appuis logiciels, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, c'est un marché qui a un fort potentiel. Alors là, peut-être qu'il est soit en pause,
soit en tout cas un peu plus en difficulté, mais il est évident qu'à la fin de la pandémie, en tout cas, le retard sera sans doute rattrapé très vite. Et donc là, vous venez de le dire, hein, le logiciel est clé. Dans le retail, effectivement, au-delà de l'écran, c'est qu'est-ce qu'on va diffuser comme message. Et donc, on a avec nous Benjamin Gauthier, donc vous êtes le CEO de Dynamic Screen, hein, et on voit bien qu'au-delà du matériel, ces logiciels ont beaucoup évolué ces dernières années, sont plus simples, plus ergonomiques, sont plus intelligents parce qu'ils sont plus connectés à différents outils, ERP, soft. Donc, peut-être nous présenter en un mot Dynamic Screen et puis effectivement votre vision d'un écran intelligent en point de vente. Benjamin? Avec grand plaisir. Quelques mots sur Dynamic Screen dans l'introduction. On est une société qui existe depuis 3 ans, on est 16 collaborateurs. On édite une solution d'affichage dynamique et nos collaborateurs sont présents sur Bordeaux et Paris. On équipe aujourd'hui plusieurs milliers d'écrans dans une vingtaine de pays. Et pour rebondir sur votre deuxième question, effectivement, l'enjeu aujourd'hui dans l'affichage dynamique va être de proposer une solution simple d'utilisation et simple de déploiement. Quand on parle d'un projet d'affichage dynamique, on parle d'un côté des communicants, comme le disait David, et de l'autre à des directeurs de systèmes d'information qui vont voir arriver un déploiement informatique dans leur entreprise. Et notre enjeu, il est d'un côté de leur simplifier la vie en leur disant OK, notre solution elle va être facile à déployer à grande échelle sur l'ensemble des territoires sur lesquels vous êtes présents. Et de l'autre côté, on a une solution simple à prendre en main pour vos utilisateurs, sur laquelle il y aura peu de formation pour qu'ils arrivent à communiquer. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre question sur le retail, évidemment, c'est le marché historique de l'affichage dynamique. C'est la naissance d'ailleurs de l'affichage dynamique. On a remplacé la PLV traditionnelle par des écrans. C'est un marché qui connaît une forte croissance, qui a continué, du moins chez Dynamic Screen, à croître en 2020 malgré le contexte. David le disait, les usages ont évolué. Premier confinement, effectivement, on coupe les vannes, on arrête tout. Puis sortie de confinement, et puis là, il faut diffuser les gestes barrières, il faut informer le collaborateur d'une façon rapide, maîtrisée par l'entreprise, et nos solutions reprennent un intérêt assez important. Ce qui est intéressant dans le retail, c'est qu'on est à la fois sur des typologies de clients qui sont déjà équipés, et donc là on arrive en rééquipement. On parlait de RSE tout à l'heure. L'enjeu, ça va être de dire au client, vous souhaitez changer le logiciel, on peut garder par contre le hardware qui est déjà présent jusqu'à sa fin de vie. Je parle de l'écran notamment. Et évidemment, on est aussi sur des acteurs naissants qui souhaitent trouver une nouvelle solution, s'équiper pour le coup, pour la première fois. Et donc là, il y a d'autres arguments. Vous parliez de l'argument d'intégration. Je pense que c'est la question qui va suivre. Elle est pour nous au cœur de la plateforme qu'on édite aujourd'hui. Et donc justement, dans votre modèle, vous, vu que vous êtes un éditeur, est-ce que vous adressez le client direct ou vous travaillez aussi avec des intégrateurs de matériel qui embarquent votre solution? Quel est le modèle? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on travaille à travers un réseau de distribution. Notre réseau de distribution, il est constitué principalement d'intégrateurs audiovisuels. C'est eux qui sont précurseurs sur le projet d'affichage dynamique, qui viennent nous contacter en nous disant il y a un projet chez tel client, voici les besoins, j'ai identifié votre logiciel, il répond aux besoins et on répond avec l'intégrateur. Donc ça, c'est le cœur de notre métier. Et côté déploiement, notre solution, elle est intégrée dans la majorité des écrans. Samsung, Yamaha, Philips, dans quel cas on a simplement besoin d'un écran d'affichage dynamique et pas besoin d'un petit boîtier qu'on va mettre derrière l'écran, qu'on appelle un player. Et auquel cas, si le client est déjà équipé d'écrans un petit peu vieillissants, là on va rajouter un player. Ce player, il peut fonctionner sur Donc, si j'ai bien Windows, compris, Linux, Chrome OS, peu importe. Si j'ai bien compris, les intégrateurs vous apportent des clients et vous apportez aussi des clients aux intégrateurs. Une question de Vincent Vérac, vous êtes le rédacteur en chef de l'EDI. Oui, vous parlez donc des intégrateurs audiovisuels. Évidemment, historiquement, c'est tout à fait logique que ce soit votre channel. Mais aujourd'hui, on voit quand même une vraie convergence entre l'IT et l'AV. On le voit notamment, nous, sur le salon IT Partners. Je ne sais pas si vous participez. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel a pris une part vraiment importante sur ce salon. Est-ce que vous commencez à travailler aussi avec des revendeurs plutôt spécialisés dans l'IT? Ouais, c'est une super remarque et c'est la réalité du marché. On commence à travailler avec des intégrateurs IT et j'irai même un cran plus loin. Notre marché de demain, il est plutôt avec des intégrateurs software. Je parle d'intégrateurs Google Workspace, mais aussi d'intégrateurs Microsoft 365. Et c'est eux les vrais précurseurs de demain. On sent qu'aujourd'hui, notre réseau de distribution il est en train d'évoluer. L'intégrateur audiovisuel arrive plutôt en bout de chaîne pour l'installation, mais pas forcément en précurseur sur la solution qu'il va falloir retenir. Je parlais d'intégration tout à l'heure. Notre produit, un des axes essentiels qui a été important, ça a été de travailler sur nos intégrations avec l'écosystème technologique du client. Donc soit Google, soit Microsoft aujourd'hui en France. Et donc effectivement,
en toute logique, puisqu'on est de plus en plus assimilé à soit un déploiement IT, soit finalement un déploiement écosystème digital. On va plutôt parler au revendeur IT ou à l'intégrateur Microsoft qu'à l'intégrateur du visuel. Donc c'est une réalité, ça, pour le coup. Oui, c'est vision pour vous, c'est d'intégrer ces écrans au système d'information et donc de récupérer de la data en temps réel et donc de développer des usages bien au-delà du retail. Hein. Donnez-moi d'autres exemples, peut-être plus corporate. Ouais, c'est ça. Effectivement, notre cœur de cible aujourd'hui, il est plutôt centré sur le corporate et l'industrie. Notre philosophie chez Dynamic Screen, c'est de se dire que potentiellement dans l'entreprise, n'importe qui peut communiquer sur l'écran d'affichage dynamique. Par contre, notre vision, c'est on ne veut pas donner accès au dashboard de notre plateforme à l'ensemble des salariés, ça n'a pas de sens. Par contre, les salariés, ils utilisent des outils au quotidien, Salesforce pour gérer leurs clients, Google Slide ou PowerPoint pour créer du contenu, et donc, ou un intranet, je prends Workplace, Yammer, il y en a plein d'autres. Et donc, l'entreprise crée du contenu finalement à travers ses salariés qui utilisent ces outils. Et nous, l'enjeu dans notre produit, c'est d'intégrer l'ensemble de ces outils, Salesforce, Yammer, etc., et de les connecter à notre plateforme. Et puis on va dire, ok, ben moi je veux diffuser les derniers messages de mon intranet automatiquement sur mes écrans, je veux diffuser mes rendements commerciaux qui viennent de Salesforce automatiquement. Donc indirectement, tous les salariés de l'entreprise vont être petit à petit acteurs de leur affichage dynamique. Et donc on va avoir un contenu qui est de plus en plus contextualisé, tout simplement. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que le marché a beaucoup évolué, notamment l'année dernière. Aujourd'hui, on a une majorité finalement des travailleurs qui ne sont pas derrière leur bureau. C'est une étude assez récente qui est sortie de chez Forrester qui nous annonce que 80% des salariés finalement sont soit sur site mais pas derrière leur bureau, soit en télétravail. Et en ce sens, on a complété notre produit avec une fonctionnalité qui s'appelle Remote Board et on propose à nos clients de faire la même chose que ce qu'ils feraient sur leurs écrans d'affichage dynamique directement dans le navigateur de leurs collaborateurs. Et à chaque fois que le collaborateur va ouvrir un onglet, il aura son écran d'affichage dynamique. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que l'usage de l'affichage dynamique a beaucoup changé, et notamment en industrie, qui est un marché plutôt naissant pour le coup. Et là, on va utiliser l'affichage dynamique non plus comme un outil de communication, mais un outil métier. On va positionner des écrans directement sur la dalle logistique du client, donc là où on va gérer les palettes, recevoir les camions, ou sur la chaîne de production. Et ces écrans, on va les utiliser pour du visual management. Donc on va guider les équipes au sol, accompagner, soit avec des indicateurs de production, soit en leur disant il y a tel ou tel camion à préparer. Donc là, on n'est plus dans du nice to have, on est vraiment sur un outil métier. Merci Benjamin. Donc dernière partie, parlons effectivement plutôt de l'usage en corporate, où on vient d'en parler, toutes ces nouvelles manières de travailler, le télétravail, les réunions hybrides, comme on les appelle aujourd'hui, avec le travail des personnes qui sont en réunion, des personnes qui sont à la maison. On en est le meilleur exemple aujourd'hui, de toute façon. Exactement. Donc là, il y a, je pense au Samsung Flip, je pense à Surface Hub qui... Samsung Flip, ça c'est un sacré lapsus, attention. Samsung Flip et la Surface Hub qu'on voit apparaître de plus en plus dans les entreprises. Est-ce que c'est une tendance de fond là encore? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évident. Aujourd'hui, on a un besoin d'interactivité, on a besoin aussi de réactivité. Les écrans sont parfaitement adaptés à ça et surtout les outils qui sont greffés dessus. Alors depuis un an, on a pris l'habitude d'avoir Zoom, d'avoir Teams, d'avoir Google Meet, j'essaie de citer le maximum pour faire de peine à personne, et WebEx. Donc voilà, forcément, tout ça se relève via des écrans, via des solutions aussi de communication unifiée. Il y a des passerelles qui se créent aujourd'hui, donc IT AV, je le disais tout à l'heure, mais aussi télécom, et tout ça se regroupe très bien autour d'écrans collaboratifs, évidemment, dans les entreprises. Yvan Nicard, donc, vous êtes le dirigeant de AVI. HVI, c'est 5 agences partout en France, et j'ai retrouvé le chiffre, vous avez déjà installé 4400 salles chez vos clients à travers la France. Est-ce que vous aussi, donc, qui êtes encore au plus près du terrain, parce que vous êtes vraiment dans les entreprises pour installer les matériels et le logiciel, est-ce que vous constatez aussi ces mutations dans l'organisation? Oui, tout à fait. Alors, juste pour parler d'AVI, c'est surtout aussi une quarantaine de collaborateurs présents, répartis dans les agences et présents partout en France. Et oui, effectivement, on constate une migration vers des solutions hybrides de nos clients. Donc c'est vrai que la crise sanitaire a profondément changé nos habitudes de travail et les habitudes de nos clients.
le télétravail et puis l'éclatement des équipes, c'est un petit peu devenu la règle. Donc les entreprises doivent se réorganiser un petit peu autour de ça. Et elles nous demandent souvent effectivement des solutions hybrides pour que les collaborateurs qui reviennent au bureau puissent avoir une solution optimale, collaborative, immersive pour pouvoir travailler à la fois avec les équipes présentes sur place, mais également travailler avec les équipes à distance ou en télétravail. Et Donc, ça passe par des solutions qu'on va leur apporter en visio, collaboratif, qui leur permettent de travailler, d'amener leur propre matériel et de pouvoir utiliser ce qu'on a cité tout à l'heure, les solutions multiples, Cisco, Webex, Teams, Zoom. Et est-ce que justement vous avez constaté là cette année, comme on vient de le voir à l'image, moins d'installations très lourdes, mais plus d'installations plus légères, type une caméra intelligente, mais qui reste une caméra qu'on met sur un écran? Est-ce que le marché, en même temps qu'il s'est accéléré, s'est simplifié sur des solutions plus légères? Oui, effectivement, on constate que la salle de visio dédiée classique, effectivement, migre plutôt vers plus de salles, de rooms, des open space qu'on va équiper avec des solutions une fois de plus hybrides, légères, caméras, micro, système de connexion sans fil type Barco. Et c'est vrai que de plus en plus, ces systèmes-là sont plébiscités chez nos clients, demandés. Alors aujourd'hui, il y a tout un univers, hein. Beaucoup de fabricants s'intéressent à ce marché-là et donc proposent des solutions. Nous, notre métier, effectivement, c'est de pouvoir proposer la meilleure offre, la meilleure solution qui viendra s'adapter au contexte, à l'environnement, à la salle, et donc aux contraintes du client. Merci Yvan, merci à tous de ces témoignages. C'est la fin de cette capsule. Comme tous les mois, on va vous donner rendez-vous dans le prochain magazine EDI. Je vous le montrerai donc avec cette édition spéciale sur l'affichage dynamique. Sur le 2 avril, enfin routé le 2 avril normalement. Voilà, on va aussi donner rendez-vous tous les jeudis dans la boîte mail. On voit ici le site web et donc également, donc vous pouvez vous abonner en haut à droite. On vous donne aussi rendez-vous à l'ensemble de l'écosystème de la distribution IT sur IT Partner, donc avec les nouvelles dates qui ont été annoncées mercredi 29 et jeudi 30 septembre prochain. On va remercier donc Yvan Nicard, dirigeant de AVI, David Kiribin, le président du club Digital Média et de Scénario, Benjamin Gauthier, le CEO de Demand Scream, et bien sûr Vincent Verrègue, le rédacteur en chef du magazine EDI. Vous pouvez retrouver toutes ces capsules sur les sites que vous voyez ici à l'écran, donc edi-mag.fr, areci.com ou sur le site Mon Réseau IT. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine capsule. À bientôt. Merci Laurent. Merci, au revoir.